Bonjour, pour ce Science on tourne que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de fixation des polluants sur les sites miniers. Et pour cela, nous allons rencontrer le laboratoire ISTO et le BRGM et je vous donne pour l'instant rendez-vous à l'ISTO. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Lydie. Bonjour Marie-Laure. Merci de votre accueil. Bienvenue. Donc nous sommes deux à vous accueillir, donc Fabienne et moi, parce que nous travaillons toutes les deux sur un projet de recherche en commun et aussi avec d'autres partenaires. Et on travaille sur la dépollution des sols et notamment sur l'après-mine. Donc nous sommes ici à l'ISTO, qui est l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Donc l'ISTO est un laboratoire de recherche en géosciences à Orléans. Et parmi les thématiques de recherche, donc nous avons le risque volcanique, également les ressources minérales. Et en ce qui me concerne, je travaille en géologie de surface, et notamment sur la protection de la ressource en eau et surtout sur la protection des sols. D'où vient la pollution des sols? Donc ici, comme vous le voyez, donc les usines, par exemple des usines de traitement de minerais, émettent des particules dans l'air et à la suite de précipitations, on va retrouver ces particules à la surface des sols. De plus, on peut avoir aussi des contaminants qui peuvent migrer jusqu'aux rivières et donc les polluer, et aussi atteindre le sol. Alors ensuite, ces contaminants peuvent migrer en profondeur pour contaminer les nappes phréatiques. Ces contaminants peuvent être ingérés par la faune locale du sol et aussi se retrouver au niveau des systèmes racinaires des plantes et donc ensuite migrer jusqu'aux feuilles et tiges. Donc pour traiter les sols contaminés, donc classiquement, on utilise par exemple l'excavation, c'est-à-dire qu'on enlève le sol pollué et on le déplace sur un autre site qu'on va ensuite dépolluer. Ou bien on traite sur place, donc une technique in situ, par des techniques de thermique ou chimique. Alors l'avantage, ce sont des techniques très rapides, mais adaptées pour des très faibles surfaces de sol contaminé. Et en plus, malheureusement, c'est très onéreux. Donc une technique novatrice par rapport aux techniques classiques, c'est la phytoremédiation. Alors qu'est-ce que c'est que la phytoremédiation? Phyto signifie plante et remédiation, traitement. Donc c'est le traitement par les plantes. Alors comme vous le voyez ici, il existe plusieurs types de phytoremédiation. Donc par exemple, vous avez ici la phytodégradation adaptée pour les polluants organiques, comme les hydrocarbures, donc ils vont se dégrader en plus petites molécules. Vous avez également la phytovolatilisation par le biais des feuilles, donc pour des polluants volatiles, mais ce n'est pas adapté pour les métaux. Donc les métaux ne peuvent pas se dégrader ni se volatiliser. Donc il existe deux techniques. La phytoextraction, donc on va choisir des plantes spécifiques qui sont capables d'absorber par exemple le plomb, le zinc, et ces contaminants vont migrer jusqu'aux feuilles. Ensuite, il faudra couper les plantes et les traiter par la suite. Et la dernière technique de phytoremédiation sur laquelle on travaille, c'est la phytostabilisation. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va stabiliser les contaminants. On ne va pas dépolluer le sol, on va laisser les contaminants proches du système racinaire et donc immobiliser la pollution au niveau des plantes. Donc notre projet de recherche a pour but donc de sélectionner les bonnes plantes qui vont être capables de pousser sur ces résidus miniers contaminés. Donc il faut comprendre que ces plantes, elles ne peuvent pas pousser toutes seules, il va falloir les aider, donc en ajoutant des amendements, donc des amendements organiques ou minéraux, et donc on va parler de phytostabilisation assistée. C'est dans le cadre de la phytostabilisation assistée que se situe notre projet de recherche qui s'intitule PhytoSelect. Donc PhytoSelect, c'est un projet de recherche financé par la région Centre-Val de Loire pour 3 ans, qui regroupe plusieurs laboratoires. Donc l'objectif est de sélectionner les plantes qui vont être capables de pousser sur des anciens sites miniers et également de choisir les bons amendements pour aider cette croissance. Donc on a choisi un site modèle. Ce site modèle, le voici. Donc c'est un ancien site minier où on voit ici sur des hectares et sur plusieurs mètres de profondeur des résidus miniers qui sont pollués en plomb, arsenic et zinc. Comme vous le voyez ici, ces tas de résidus miniers sont en contact direct avec les cours d'eau, donc ils peuvent avoir déjà pollué depuis des décennies ces cours d'eau. Et ce qu'on ne voit pas, ils ont pu aussi migrer en profondeur et polluer les nappes phréatiques. Donc le site modèle sur lequel on travaille dans le projet PhytoSelect,
En fait, c'est un parmi tant d'autres. Donc maintenant, j'ai laissé la parole à Louis qui va vous expliquer la problématique des friches minières. Alors, je travaille au DPSM, qui est le département de prévention et de sécurité minière. Ce département a pour mission de mettre en sécurité les anciens sites miniers et de réaliser la surveillance des sites miniers. Alors, on a besoin de technologies innovantes, comme parlait Lydie, pour mettre en sécurité de façon durable ces sites. Alors, il faut savoir que la France est un ancien pays minier. Donc, il y avait en France beaucoup de mines. Donc, on pense souvent aux mines du nord et de l'est de la France. Mais comme on le voit sur cette carte-là, en France, il y avait beaucoup de mines, donc surtout au niveau des anciens massifs, donc aussi le Massif central et au niveau de la Bretagne. Alors, l'industrie minière a généré en France beaucoup de déchets miniers. Ces déchets miniers sont dus aux matériaux qu'il a été nécessaire d'extraire pour atteindre le gisement. Donc, le gisement, il est composé de minerais. Donc, vous voyez ici un échantillon de minerais. Donc, dans cet échantillon, on voit deux parties. Donc il y a la partie qui est intéressante, donc là on voit que c'est un reflet métallique, donc c'est un sulfure de plomb, donc ce qu'on appelle la galène, et autour il y a une gangue, donc quelque chose qui n'est pas exploitable. Donc tout le travail du mineur après, ça va être séparer la partie intéressante de la partie qui n'est pas intéressante. Et pour ce faire, le mineur il va devoir broyer ce minerai. Et une fois qu'il l'a broyé, on obtient une sorte de poudre comme celle-ci. Et cette poudre, donc le mineur va extraire les particules qui l'intéressent, et la grande majorité, souvent c'est ce qui ne l'intéresse pas, va être disposée dans l'environnement, dans ce qu'on appelle des bassins ou des dépôts miniers. Donc dans ce minerai, on a un certain nombre de substances qui sont potentiellement polluantes. Donc on a notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, du plomb, mais on aura aussi de l'arsenic, on aura aussi du zinc. Et ces polluants, on va les retrouver sur le site dans les résidus qui seront déposés in situ par les mineurs. Alors, ces résidus miniers peuvent entraîner des risques pour l'homme et pour l'environnement. Alors, comme on le voit sur cette photo, l'ancien résidu minier, souvent, ce sont des zones assez attractives et donc ce sont des zones souvent fréquentées par le public, ce qui, en cas de fréquentation excessive, peut entraîner des risques pour la santé. Ces résidus miniers sont souvent peu végétalisés, ainsi, ils sont souvent exposés à une érosion intense par la pluie ou par le vent et être, du coup, disséminés dans l'environnement relativement loin. On a besoin de solutions pérennes, efficaces et économiques pour arriver à stabiliser ces résidus dans l'environnement. Et c'est pour cela que l'on compte sur la phytostabilisation. Louis vient de vous présenter la problématique des sites miniers, ce qui est logique puisque nous sommes au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Donc c'est l'établissement public français de référence dans les sciences de la Terre qui s'intéresse aux ressources des sols et des sous-sols. Donc au BRGM, on trouve bien sûr des géologues, mais également des chercheurs qui travaillent dans d'autres disciplines, comme la chimie, la physique, l'informatique, mais également la microbiologie. Et c'est pour ça qu'en tant que microbiologiste, je vais vous parler maintenant des expériences que nous faisons pour étudier la transformation des polluants dans les sols et le sous-sol. Nous avons fait appel à une entreprise de travaux publics qui est intervenue sur le site avec une tractopelle. Cette tractopelle a fait des prélèvements à différents endroits sur le tas de résidus miniers. Nous avons rassemblé ces échantillons en un seul grand tas. La tractopelle a permis de mélanger ce résidu pour avoir quelque chose d'homogène et ensuite la distribuer dans des big bags qui ont été ramenés sur le site d'Orléans. Donc ici, vous avez un échantillon du résidu minier qui a été prélevé sur le site. Donc comme vous le voyez, on dirait que c'est du sable. Mais ça contient en fait du plomb, du zinc et de l'arsenic en très grande quantité. Donc on voit aussi également que ce sable, ce résidu minier, ne contient pas du tout de matière organique. Donc sans amendement, la plante ne pourra pas pousser. Donc pour cela, on a deux types d'amendements. Donc d'une part, des amendements minéraux. Donc, par exemple, ces boues qui contiennent essentiellement des oxydes de fer, d'où la couleur, et qui proviennent d'une ancienne mine de charbon. Et ces boues ont la particularité de pouvoir piéger les métaux et métalloïdes et donc ne pas les rendre mobiles. Un autre type d'amendement, ce sont des amendements organiques. Donc là, vous avez l'exemple d'une litière du site. On pourrait aussi utiliser du compost ou encore du fumier. Et ces amendements organiques sont indispensables pour nourrir la plante et permettre sa croissance. Donc pour tester l'efficacité des différents amendements sélectionnés, pour immobiliser les contaminants métalliques et métalloïdes,
on réalise toute une série d'expériences au laboratoire sur de petites quantités. Donc vous avez ici un microcosme, c'est-à-dire dans ce tube, on va mettre quelques dizaines de grammes du résidu minier. Ensuite, on va arroser à différents pas de temps, puis analyser la solution qui aura traversé ce résidu minier. Cela permettra de savoir quelle est la quantité de métaux métalloïdes qui sont très mobiles, donc potentiellement polluants. Ensuite, on va ajouter quelques pourcentages de différents amendements, comme la boue ou aussi les amendements organiques. Et de même, on va analyser la solution qui aura percolé. Et donc, moins il y aura de métaux métalloïdes dans la solution qui aura traversé, plus l'amendement aura été efficace pour contenir la pollution au niveau du résidu minier. Donc, après avoir réalisé ces dizaines d'expériences en microcosme, on va sélectionner l'amendement organique et l'amendement minéral les plus efficaces, et également leur pourcentage. Donc ensuite, on va pouvoir changer d'échelle et passer à une échelle métrique. On va travailler sur environ 1 mètre cube de résidus miniers. Le projet PhytoSelect va utiliser les équipements de la plateforme PRIM, qui est dédiée au développement de procédés de dépollution de sol. Au sein de cette plateforme, qui est hébergée au BRGM, nous avons un équipement qui s'appelle LabBio. LabBio pour plateforme expérimentale d'études de la biogéochimie environnementale. Cette plateforme LabBio va être utilisée pour faire le lien entre ce qui se passe en surface, c'est-à-dire au niveau du sol, et ce qui se passe dans le sous-sol, c'est-à-dire au niveau des eaux souterraines. Lorsque la pluie tombe sur un site pollué, elle va s'infiltrer à travers le sol et entraîner les polluants jusqu'à la nappe souterraine. Au cours du projet PhytoSelect, nous allons étudier l'effet des plantes qui vont se développer à la surface du site pollué, sur le chemin des polluants, sur leur devenir de la surface vers la nappe. Et c'est ce que nous allons étudier dans la plateforme LabBio que mon collègue Pierre Gallet va maintenant vous présenter. Je vais vous présenter, dans le cadre de PRIM Pivot, une colonne de lixiviation ou de percolation. La percolation, alors je vais expliquer d'abord ce qu'est la percolation avant de rentrer dans le vif du sujet. La percolation, on peut prendre comme modèle que vous avez tous chez vous, c'est-à-dire la cafetière électrique. J'ai de l'eau, du café, je fais passer cette eau à travers mon café, c'est ce qu'on appelle une percolation. À l'intérieur de celle-ci se trouve un sol pollué d'un site minier, pollué bien sûr. En haut de cette colonne, nous avons un système d'arrosage où on injecte de l'eau qui ruisselle ou qui percole tout au long de la colonne. À l'intérieur de cette colonne se trouvent des détecteurs d'humidité, des sondes TDR, qu'on appelle ça d'une manière scientifique. C'est ce qu'on voit ici avec des bouchons blancs. C'est exactement cela. Voilà. Entre ces deux cathodes, on enregistre un pourcentage d'humidité. Ça nous permet de suivre l'évolution de notre eau à travers la colonne. De l'autre côté de cette colonne se trouvent ces bougies poreuses. C'est quoi des bougies poreuses? C'est ce petit appareil qui permet, à l'aide d'une pompe, d'extraire notre solution qui est polluée bien sûr en éléments chimiques. C'est justement ce que l'on veut analyser par la suite. Alors bien sûr, comme j'ai alimenté ma colonne en eau, il faut bien que celle-ci ressorte. Elle ressort tout naturellement par gravité bien sûr dans ce bac qui est lui-même positionné sur une balance qu'on voit ici son support et là le chiffre. Alors que fait cette balance? Cette balance, ça nous permet, grâce à un logiciel qu'on a sur un PC, d'enregistrer le poids en fonction du temps. C'est très important parce que je connais la quantité d'eau que je mets en amont de ma colonne. Il faut bien sûr que je sache la quantité d'eau que je ressors en sortie de cette colonne-là pour faire tout simplement un bilan poids. Alors, grâce à nos bougies poreuses que je vous ai parlé tout à l'heure, nous allons donc extraire ma solution qui va passer à travers un jeu d'électrovannes pour les différents niveaux de mes bougies poreuses. Et là, je vais réaliser, grâce à ce type de pompe, je vais réaliser des mesures physico-chimiques. C'est-à-dire pH, redox, température, oxygène, et cela presque en continu. À la suite de nos mesures physico-chimiques, nous allons analyser maintenant l'eau grâce à un jeu d'électrovannes d'une pompe
Et le tout, bien sûr, sur un appareil qui s'appelle une chromatographie ionique. Dans le cadre de PhytoSelect, nous avons utilisé cette plateforme expérimentale, précédemment présentée par Pierre, afin d'effectuer une expérience qui va durer environ 1 an. Avant de commencer cette expérience, il a fallu remplir cette colonne. Donc cette colonne a été remplie avec le résidu minier prélevé pendant la dernière campagne de prélèvement. Avant de pouvoir remplir cette colonne, il a tout d'abord fallu homogénéiser ce sol et le tamiser, afin d'avoir dans la colonne un matériel le plus homogène possible. Après le remplissage, nous avons effectué quelques arrosages afin de tasser le sol et de se retrouver avec un sol au début de notre expérience qui sera assez semblable à celui que nous avons prélevé sur le site. Cette expérience va se dérouler en 3 phases. Pendant la première phase, on va avoir dans notre colonne exclusivement du matériel contaminé qui va à peu près arriver, la surface du sol arrive ici. Donc pendant cette phase, nous allons effectuer des arrosages avec une fréquence et une quantité assez similaire à ce qu'on peut retrouver naturellement via les relevés météorologiques sur le site. Pendant cette première phase, nous avons 3 niveaux de prélèvement dans la colonne. Un dans la zone non saturée, au-dessus, en haut de la colonne, et 2 dans le fond de la colonne qui va être saturé en eau. On a contraint le niveau d'eau dans la colonne à environ la moitié de la colonne de sol. Dans cette colonne de sol, nous avons 2 zones bien distinctes. La première que nous appelons zone non saturée, où l'eau n'est pas présente dans tous les pores du sol. Et la deuxième qui est la zone saturée, donc qui se situe au fond de la colonne, où on va avoir de l'eau qui va remplir l'ensemble de la porosité du sol. Donc cette zone saturée, nous l'avons contrainte à la sortie et elle sera fixe tout au long de l'expérience. Pendant la deuxième phase de l'expérience, nous allons amender les 10 premiers centimètres du sol avec les amendements préalablement choisis pendant l'expérience en microcosme, c'est-à-dire de la boue riche en fer à hauteur de 5% et du fumier à hauteur de 0,15%. Pendant la troisième phase de cette expérience, nous allons implanter des plantes prélevées sur le site et sélectionnées afin d'étudier l'impact de ce système végétal et de leur système racinaire sur la mobilité des métaux dans ce sol. Tout au long de l'expérience, nous analysons la solution du sol grâce aux 4 niveaux de prélèvement qui sont contenus dans la colonne, donc via les bougies poreuses. 2 niveaux de prélèvement sont situés dans la zone non saturée, dans la partie haute de la colonne, et 2 dans la zone saturée. Nous faisons un prélèvement par semaine dans ces différents niveaux, où nous analysons les paramètres physico-chimiques, c'est-à-dire le pH, l'oxygène dissous, le potentiel d'oxydoréduction ainsi que la conductivité. Et nous analysons aussi, grâce à la chromatographie ionique, la composition globale de cette eau. Enfin, ces échantillons sont amenés au laboratoire afin d'analyser avec des méthodes plus poussées les teneurs en métaux et en contaminants que contiennent cette eau. Donc pour sélectionner les plantes qu'on va mettre sur le lab bio, nous avons prélevé des plantes sur le site. Voici 3 bacs. Le premier bac a du résidu minier sans amendement. Le deuxième bac a un résidu minier avec l'amendement qu'on a apporté de la litière prélevée sur le site. Et le troisième bac a le résidu minier avec l'amendement déjà sur le site. On voit que dans les 3 bacs, on a des espèces différentes. Dans le premier bac, on peut déterminer que 2 seuls types d'espèces végétales. Dans le deuxième bac, où il y a de la matière organique, on a un peu plus d'espèces végétales. Et dans le troisième bac, on a une plus grande diversité végétale. Donc, outre d'être utilisés dans le lab bio pour nos expérimentations, ces bacs aussi ont pour objectif de garder en pépinière les plantes pour mettre sur d'autres sols contaminés, avec une contamination similaire à celui-là, ou avec une nature de sol similaire à celui-ci. Donc comme vous voyez, ces plantes en bac, on n'a pas assez d'exemplaires pour mettre sur site. Donc l'objectif, c'est aussi de tester ces plantes, comme la grostis en laboratoire, et Domenico va vous montrer comment on peut faire. Bonjour, on est au LBLGC, au laboratoire de biologie et des ligneux et des grandes cultures de l'Université d'Orléans. On est un laboratoire qui travaille dans le domaine de la biologie végétale et on est associé également à l'INRA. Donc pour résumer, on est ici dans une chambre phytotronique, qu'on peut appeler communément une chambre de culture, dans laquelle on fait pousser des végétaux et où on maîtrise à la fois la température, l'hydrométrie et l'éclairement, ce qui permet d'étudier, comme on va le voir tout à l'heure, uniquement le paramètre pollution du sol et éviter tous les autres paramètres abiotiques, c'est-à-dire tous les autres paramètres physiques extérieurs à la croissance de nos végétaux.
Donc ici, nous avons les espèces végétales que l'on teste actuellement au laboratoire. Végétaux soit à forte production de biomasse, comme vous avez ici par exemple ce peuplier, mais également ici des génotypes de saules qui ont été prélevés sur les sites contaminés. On a également ici des herbacées, l'agrostis. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici sur le sol contaminé, on a une croissance qui existe mais relativement faible par rapport au milieu ici qui a été amendé avec un amendement spécifique qu'on a mis au point. On voit donc qu'on a réussi non seulement à développer des végétaux, mais à permettre la croissance. Au-delà de ça, au laboratoire, on s'intéresse à comprendre et à estimer quels sont les processus responsables de cette tolérance, c'est-à-dire capacité à pousser sur un milieu qui est pollué, mais également éviter le transfert vers les parties aériennes. Bien, ici on a une rhizobox, c'est-à-dire une boîte à l'intérieur de laquelle on a mis notre milieu pollué avec nos différents amendements que l'on veut étudier. On a ensuite placé, en l'occurrence ici, un plan d'aulne et on étudie comment se font le développement des racines. L'idée également, grâce à ce rhizome qu'on a placé à l'intérieur, qui est en fait une bougie poreuse qui permet d'absorber l'eau interstitielle, nous aurons comme ça accès à l'eau dans le milieu et on va pouvoir vérifier si effectivement les amendements qu'on a apportés ainsi que le végétal a permis de fixer, de stabiliser les métaux, l'arsenic et le plomb dans le sol. Enfin, à la fin de l'expérience, nous allons récupérer le système racinaire, les parties aériennes que l'on va séparer, sécher, broyer, minéraliser et on va mesurer les quantités d'arsenic dans les différents organes pour vérifier s'il y a eu ou non transfert jusqu'aux parties aériennes. Au cours de cette expérimentation, on utilise également cette pince que l'on va placer au-dessus, qui vient ici enfermer la feuille sans l'abîmer et qui va nous permettre de mesurer les échanges gazeux, à savoir l'assimilation du CO2 lors de la photosynthèse et la libération d'eau. Ces paramètres nous permettront de vérifier si la plante est affectée ou non par notre pollution qu'on a essayé d'éliminer. Grâce à cette rhizobox, nous allons pouvoir avoir accès directement au système racinaire et ainsi étudier ce qui se passe à proximité du système racinaire, comment finalement la plante par rapport à ses racines interagit avec le sol et ses micro-organismes pour voir finalement si elle stabilise les métaux et on pourra le comparer à des résultats prélevés à des endroits plus distants, là où il n'y a pas de racines, qui seront finalement nos contrôles. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à Romain, qui est étudiant en thèse et qui va vous montrer comment il teste les résultats obtenus en laboratoire afin de les valider sur le terrain. Donc mon travail de thèse consiste à travailler en partie sur une parcelle expérimentale sur le site d'étude, le site étudié. Donc elle va me permettre de tester les différents résultats obtenus en mésocosme et en microcosme du laboratoire de l'ISTO et du LBLGC. Donc une partie de mon travail de thèse consiste à tester les résultats obtenus en mésocosme sur une parcelle expérimentale du site étudié. Donc on a choisi l'emplacement de la parcelle expérimentale avec une forte concentration en métaux et une absence de végétation. Et le but, vraiment l'objectif, c'était d'améliorer la fertilité de la parcelle, diminuer la toxicité des métaux et améliorer donc la revégétalisation de la parcelle expérimentale du site d'étude. Donc dans un premier temps, pour incorporer les amendements, on a déjà dû travailler la parcelle expérimentale avec un motoculteur pour labourer la parcelle et homogénéiser la parcelle le plus possible et faciliter l'incorporation future des amendements. Dans un second temps, nous avons étalé les amendements sur les différents blocs préétablis. Donc un exemple d'amendement organique étalé. Une fois étalé, nous avons incorporé l'amendement sur une vingtaine de centimètres à l'aide de motoculteurs, pour améliorer la fertilité du sol pour l'implantation des plantes. Donc après l'incorporation des amendements, nous sommes passés à l'étape d'implantation de 4 espèces de saules disposées aléatoirement avec le même âge pour pouvoir les suivre au cours du temps. Pour mesurer l'influence des saules sur la qualité de l'eau souterraine, nous avons décidé d'implanter des piézomètres. Donc des piézomètres, ce sont des tubes en PVC perforés qui laissent passer l'eau. Nous la collectons ensuite à l'aide d'une pompe, puis nous l'analysons en laboratoire. Donc, en plus de l'épuration de l'eau souterraine, les plantes peuvent limiter l'érosion du sol, d'où le semis du trèfle au mois de mai pour limiter cette érosion.
Donc ici, nous avons pu voir observer l'évolution du trèfle au cours du temps. Donc sur les différents blocs, donc nous avons pu observer donc, sur le bloc 1 une très forte mortalité du trèfle, alors que sur les autres blocs, le trèfle s'est très bien développé avec un très fort recouvrement du sol. Donc en suivant la croissance du sol, nous avons remarqué deux choses. Donc la première, c'est une croissance homogène au sein d'un même bloc, mais une croissance par contre hétérogène en fonction des différents blocs et donc des différents amendements incorporés. Donc ces deux photos montrent bien l'exemple, avec ici un sol qui fait un tout petit peu plus d'1 mètre quand on le regarde par rapport à la perche ici qui fait 1 mètre. Et sur le bloc 3, donc le sol fait le double de la perche tenue par la personne de gauche. Le projet PhytoSelect qu'on vient de vous présenter va encore durer 2 années, mais ce n'est pas une fin en soi parce que les recherches sur cette même thématique vont se poursuivre dans le temps et notamment sur l'évolution des anciens sites miniers. En effet, il est très important d'étudier au cours du temps comment vont évoluer ces sites revégétalisés. Et je pourrais même rajouter que ça serait intéressant de regarder d'ici quelques années si un sol s'est constitué sur ces tas de résidus miniers. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu différents horizons, notamment un niveau riche en matière organique en surface, qui s'est constitué et donc qui va être les prémices d'un nouveau sol. Puis ce que je voudrais aussi rajouter, c'est outre l'intérêt scientifique, c'est surtout de pouvoir travailler avec des collègues d'autres disciplines. Et c'est ce qui permet le projet PhytoSelect. Donc par exemple, Fabienne est microbiologiste et moi je suis géochimiste et minéralogiste. Donc des disciplines très complémentaires. C'est très important de ne pas être enfermé dans sa discipline. Et je pense que la géomicrobiologie est bien à l'interface entre la microbiologie et la géologie. Et c'est ce qui fait également une bonne interface entre nos laboratoires respectifs.